on s'est aperçu quand même que tout le monde, que dans le fond, on est allé à l'école et on a suivi le rail dans lequel on nous a installés. Hein, et on ne s'est pas tous préoccupés de savoir si c'était uniforme ou pas. Alors, l'idée, c'est que dans un premier temps, là, sur les 4 séances, je fasse le point sur le contexte. Hein, l'évolution des structures éducatives, si vous voulez, au niveau national, du cadre légal et des grandes problématiques qui ont pu se poser, de façon à ce que, quand ensuite on va s'intéresser aux Hautes-Pyrénées et au cas concret, vous ayez quelques éléments. Bon. Alors, j'ai listé là, par exemple, quelques thèmes, le dualisme primaire-secondaire. Bon, ça, aujourd'hui, quand vous écoutez les actualités, beaucoup de gens qui s'expriment, etc., tout le monde vous parle encore de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire. Or, officiellement, l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire n'existent plus depuis 1975, réforme Abi. Bon, et même un peu avant. Aujourd'hui, on parle de premier degré et second degré. Mais c'est pas... Alors, on peut dire, oui, c'est la même chose. Mais c'est pas... à l'origine, c'est pas la même chose. L'enseignement primaire et l'enseignement secondaire, c'était 2 ordres d'enseignement bien cloisonnés. Et jusqu'à la guerre de 14, il n'y a pas de passerelle entre eux. Après la guerre de 14, il y a commencé à y avoir des passerelles, hein, pour aller vers ce qu'on a appelé l'école unique dans les années 1920, et puis après il y a eu le débat sur le collège unique. Ça a été un gros débat, hein, qui est toujours aussi parfois encore contesté, ça ressort. Hein. Alors, c'était 2 ordres, parce que on allait à l'école primaire depuis 6-7 ans, et l'école primaire s'était étendue aux écoles primaires supérieures qui vous amenaient au brevet supérieur et qu'on passait vers 17-18 ans. Bon. En parallèle, vous aviez l'enseignement secondaire où vous rentriez, alors non pas en cours préparatoire, mais en 11e. Vous alliez de la 11e à la 7e. C'est ce qu'on appelait le petit lycée. Et ça a duré jusqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et c'était payant. Et jusqu'en 1902, les élèves qui rentraient au cours préparatoire, le latin était obligatoire. Hein, bon. En fait, il y avait donc 2 systèmes. Hein, et ça, à partir de la Première Guerre mondiale, il y a eu un courant, né d'ailleurs, qui s'appelait les Compagnons de l'Université Nouvelle, né dans les tranchées, et qui a prôné la nécessité, hein, d'unifier le système scolaire et de le démocratiser. Bon, on va y revenir parce qu'on va commencer par cet aspect-là. Donc, ce dualisme primaire-secondaire, il existe dans l'enseignement public, mais il existe aussi dans l'enseignement confessionnel. Hein, bon, on n'y fait pas la même chose, les objectifs sont différents, etc. Bon, donc je vais y consacrer d'ailleurs la première séance. Ensuite, il faudra évoquer l'enseignement féminin qui s'est développé. Je vous signale que, pour vous donner une idée, hein, dans le secondaire, les filles ne passent pas le bac. Hein. Le bac féminin, il est créé en 1924. Jusqu'en 1924, quand des filles passent le bac, c'est une dérogation. Hein. Un autre exemple, la philo, pour les lycées. Est-ce que les filles peuvent comprendre la philosophie ? Mais il y a eu des débats au XIXe siècle à ce sujet. Et alors, quelqu'un qui s'est mouillé dans cette affaire, c'est Jean Jaurès, qui était prof de philo à l'université de Toulouse. Il avait été donné des cours, hein, à titre dérogatoire, expérimental, au lycée de jeunes filles de Toulouse, qui est aujourd'hui le lycée Saint-Cernin, pour démontrer que les filles pouvaient très bien faire de la philo et comprendre. Mais voyez un peu les débats. Hein, donc ça, il faut que je rappelle je passerai rapidement parce qu'après on aura l'occasion d'en parler dans les exemples locaux. La scolarisation de la formation professionnelle. J'ai repris une expression d'un historien, parce que la formation professionnelle, jusqu'à la guerre de 14, elle n'est pas intégrée dans l'éducation nationale.
ou dans l'instruction publique, comme on disait à l'époque, elle est intégrée, c'est le ministère du Commerce et de l'Industrie qui est chargé de la formation professionnelle. Bon, ça va progressivement rentrer, ça, sous le contrôle de l'instruction publique, et notamment, bon, à cette époque-là, avec la création notamment des écoles nationales professionnelles. Hein. Ici, nous avions une MP très importante, qui était Jean Dupuy, hein, qui est devenu lycée technique. Bon, après, il y a bien sûr le fameux dualisme public-privé. Hein. Là aussi, il faudra en dire deux mots, sans trop s'attarder, simplement rappeler quelques grandes lignes. Hein. Parce que sous l'Ancien Régime, l'enseignement était confié à l'Église. Voilà. Bon, quand la Révolution, jusque d'ailleurs, quelques années avant la Révolution, une vingtaine d'années, il a commencé à y avoir des problèmes. Parce que quand les jésuites ont été expulsés par le Parlement de Paris en 1762-63, il y a des gens qui... Alors on expulse les jésuites, ça veut dire qu'on expulse toute une congrégation dont la spécialité c'est l'enseignement. Donc par quoi les remplacer? Ça a posé des problèmes. Et la Révolution, qui a lutté contre l'influence de l'Église, a beaucoup réfléchi sur le système scolaire, mais elle n'avait pas les moyens, ni financiers, ni humains, pour mettre en place un véritable système public. Et il faudra attendre l'Empire, le consulat et l'Empire. Bon, voilà. Bon, on va essayer de voir ça en 4 séances, peut-être une 5e, j'en sais rien, mais c'est pour avoir une vue d'ensemble. Ce qui permettra après de mieux comprendre les exemples concrets dans l'évolution des Hautes-Pyrénées. Parce que je terminerai en montrant rapidement le réseau scolaire aux Pyrénées entre 1802 et 1940, mais uniquement pour faire un inventaire des types d'établissements que l'on avait. Bon. Alors, j'utilise pour... vous avez, si ça vous intéresse, je vous donnerai une bibliographie. Il y a 2 ouvrages qui sont assez simples, qui ont été l'un de Claude Lelièvre, qui est une histoire des institutions scolaires. Il y a aussi Albertini qui a écrit une histoire de l'école au 19e et 20e siècle. Et puis alors vous avez une histoire de l'éducation et de l'enseignement en 4 volumes qui font chacun 500 pages. Bon, il y a un volume qui est intéressant, c'est Françoise Mayer qui a rédigé ça et dont je me suis inspiré. Et puis il y a le précurseur, c'est Antoine Pro, ou Prost. Bon, nous on dit Prost, mais à Paris ils disent Antoine Pro. Bon, qui est un spécialiste de l'histoire de l'enseignement, qui avait publié en 67 chez Armand Collin. Vous avez dû connaître la collection U Armand Collin, en tout cas, c'est une époque. Bon, une prise de l'époque où j'étais étudiant. L'enseignement en France, 1967. Ça avait été publié avant 68. Hein, bon, pas inintéressant d'ailleurs. Antoine Prost, après il a écrit beaucoup d'autres choses là-dessus, mais cet ouvrage c'était un peu un précurseur. Parce qu'on s'était pas trop intéressé à l'histoire du système éducatif. Antoine Prost doit aujourd'hui avoir 93 ou 94 ans, et j'ai vérifié, Jean-François savait pas s'il était toujours en vie, mais je crois qu'il est toujours en vie. Voilà, bon. C'est quelqu'un qui, d'ailleurs, après, aussi, s'est beaucoup intéressé théoriquement à l'évolution du système scolaire. Il y avait eu un rapport, mais au début des années 80, quand la gauche est arrivée au pouvoir, Savary avait confié un rapport sur les lycées à Antoine Prost. Il y avait eu le rapport Prost sur les lycées. Bon, bref, comme tous les rapports, il dort dans un tiroir. Bien. Alors, aujourd'hui, je voudrais aborder le dualisme primaire-secondaire, parce que c'est ce qui est le plus... pas le plus intéressant, mais ce qu'il faut le plus retenir, quoi, de façon à pouvoir comprendre après le fonctionnement de tout le système et les débats qu'il y a pu y avoir. Là,
Je regarde mes notes parce que je vais... Oui. Donc, je vous donne le plan de ce que je vous propose, le dualisme primaire-secondaire, de Napoléon Ier à Jules Ferry, 1802-1882. Je fais exprès de m'arrêter en 1882, au début de la Troisième République, mais lors de la victoire des Républicains et où ils ont imposé les lois scolaires. Donc, le secondaire que certains historiens appellent l'école des notables. Bon, alors, les plus à gauche, ils disent l'école de la bourgeoisie. Bon. Et puis, le primaire ou l'école du peuple. Alors, j'ai placé le secondaire avant le primaire parce que Napoléon Ier et le consulat s'est occupé d'abord de l'enseignement secondaire. L'enseignement primaire, on le laisse encore aux communes, ils font ce qu'ils peuvent, etc. Ce n'est qu'à partir de 1833, sous la monarchie de Juillet, que Guizot va développer et organiser l'enseignement primaire. Alors, ensuite, il y a l'œuvre de la Troisième République, 82-1940. Alors, je ne veux pas être exhaustif, mais faire simplement le point à la veille de la guerre de 14, parce que c'est l'apogée de ce système. Et puis, dans les tranchées, est né le fameux débat sur l'école unique. Bon, et dès les années 20, ils vont commencer à mettre en place cette école unique. D'abord, dans le premier degré, à l'école primaire et dans les petits lycées. Tout ça va être uniformisé, et non sans mal. Bon. Après, en 1936, Jean Zay va essayer d'aller vers un système unifié au niveau du premier cycle des lycées. Voilà, j'emploie encore le mot premier cycle, collège. Aujourd'hui, moi j'avais vu des jeunes collègues après, ils étaient au courant de rien. Quand on parlait de premier cycle, ils ne savaient plus que les collèges sont devenus... ce qui était les premiers cycles de lycée, premiers cycles de lycée sont devenus aujourd'hui les collèges. Ici, le troisième point, démocratisation et unification. Alors 45-75, il y a la parenthèse de Vichy, 40 et 44. Alors Vichy, il faut quand même étudier cette parenthèse parce que ça a été un retour en arrière. Vichy a lutté contre toute l'organisation de l'école primaire, pas de l'école secondaire, mais de l'école primaire. Ils ont fermé les écoles normales d'instituteurs, ils ont rétabli le fait que l'enseignement secondaire soit payant, alors que depuis les années 30, le début des années 30, l'enseignement secondaire n'était plus payant, etc., etc. Et en 45, c'est en 47 mais une commission est mise en place sous l'autorité de Paul Langevin et de Vallon, et ils vont proposer une nouvelle architecture du système scolaire, avec un premier degré et un second degré. C'est-à-dire que ce n'est plus deux enseignements parallèles, mais c'est deux enseignements complémentaires. On passe d'abord par un premier degré et ensuite on va dans le second degré. Mais ça a été une longue bataille, parce que ça ne s'est pas fait tout de suite. Il y en a eu des réformes, avec des gens des réformes qui ont échoué, notamment la réforme de 56-57, puisqu'on est dans les Hautes-Pyrénées, celle qu'avait portée René Billère. Et ce n'est qu'en 1975 que la réforme Abi crée le collège unique. Et que le lycée est ramené uniquement sur le second cycle. Bon, alors on aura l'occasion de reparler de tout ça. Je voulais simplement rappeler la chronologie. Donc on va revenir à la première période. Mais je voulais dire simplement que, ça doit vous rappeler des souvenirs ou pas, j'en sais rien. Mais bon, moi j'ai été à l'école primaire publique de Soulhomme. Bon. Et
j'ai dû passer en sixième après la suppression de l'examen d'entrée en sixième. Vous savez, il y avait un examen. Vous l'avez peut-être passé, vous, en fonction de l'âge, hein, parce que ça a été supprimé au début des années 60 par là, quoi. Hein. Bon, alors pourquoi il y avait un examen d'entrée en sixième? C'est parce que le secondaire était payant, mais quand il y a eu la fusion des petits lycées, la 11e à la 7e, qui était payante, et de l'enseignement primaire de CP jusqu'au CM2, qui était lui gratuit, parce que Ferry n'avait rendu gratuit que l'enseignement primaire, pas le secondaire. À ce moment-là, tout est devenu gratuit. Bon, c'est posé la question de savoir si on étendait la gratuité au premier cycle des lycées et au second cycle des lycées, c'est-à-dire à tout le reste du secondaire. Bon, là il y a eu des débats et Édouard Herriot, qui était ministre de l'instruction publique à cette époque-là, a réussi à obtenir et à imposer la gratuité, mais en échange, on a voulu sélectionner les meilleurs, parce que il y a des débats au Sénat en particulier, mais vous comprenez que si on donne la gratuité, tout le monde va rentrer en sixième. Bon, alors ça devient impossible. Par conséquent, il faut que ce soit les meilleurs qui rentrent en sixième. D'où l'idée de créer l'examen d'entrée. Lequel examen d'entrée a été supprimé à la fin des années 50 et au début des années 60. Bon. Après, mais il y avait quand même un dossier. Et alors, l'instituteur, c'est lui qui faisait l'orientation. Et il disait à certains à l'école, toi, tu dois aller au CEG de Pierrefitte, et puis toi, tu dois aller en sixième à Argelès. Alors, à chacun, il disait, c'est mieux pour toi ou c'est mieux pour toi. Bon, alors, mon père qui travaillait à l'usine de Soulhomme, les gens ils disaient, mais il déconne, hein, qu'est-ce qu'il dit? À toi il dit que c'est mieux Pierrefitte, à lui il dit que c'est mieux Argelès, mais il pense à quoi lui là, hein? Bon, les gens ne comprenaient pas en fait ça, vous comprenez, c'était évident. Alors, et moi je l'ai compris bien plus tard d'ailleurs ça. Bon, mais donc moi j'ai compris qu'il faisait un tri, quoi. Il se disait, il y en a, bon, ils ont une chance d'aller loin, hein, peut-être de faire des études secondaires complètes, et d'autres peut-être pas. Alors on préfère les envoyer vers un enseignement qu'on disait court à l'époque, voilà. Et mais c'était très discuté ça, hein. Bon, bon et j'ai discuté avec des gens, mais réfléchissez, parce que vous, pourquoi vous êtes allés, les uns sont allés là ou d'autres ailleurs, hein, bon, quand on discute, moi avec les gens de ma génération, effectivement, on raisonne après a posteriori, on essaie de comprendre. Bon. Après, moi quand je suis devenu enseignant, nous avions, alors en collège, il y avait un énorme problème, ça fait un énorme problème, un conflit majeur entre deux types d'enseignants. Hein? Bon, maintenant les choses se sont estompées, mais quand vous étiez au milieu des années 70, au moment de l'application de la réforme Abi d'ailleurs, et au début des années 80, le conflit entre les corps des enseignants qui venaient, je pense aux professeurs d'enseignement généraux de collège, et avec les autres certifiés et voire des agrégés, c'était très tendu. Hein. Moi, j'étais en poste dans le Nord, ben, je vous prie de croire que c'était tendu. Et derrière, il y avait justement, comme s'il y avait eu deux cultures, en fait, deux conceptions du système éducatif. Bon. Et alors, la fusion, c'est pas faite aussi facilement que ça. Bon. Bref, mais je pense que vous devez avoir un avis presque tous sur ces questions-là. Alors, le primaire et le dualisme de Napoléon Ier à Jules Ferry. J'ai dit que la Révolution française, bon, il y a eu pas mal de projets hein, au cours de la Révolution. En particulier, il y a eu des gens qui ont fait des propositions, qui ont fourni une réflexion très riche. Je pense à Condorcet en particulier. Hein. Mais en fait, on a beaucoup discuté. Et ils n'ont pas eu les moyens, et puis il faut dire aussi les circonstances, hein, ne se prêtaient pas forcément à des grosses réformes dans ce domaine-là. Hein. Bon, par exemple, si la réforme Bière a échoué,
où est passé au second plan, c'est qu'on était en pleine guerre d'Algérie, et sur la fin de la guerre d'Algérie. Donc, il y avait d'autres préoccupations plus importantes à ce moment-là. Sous la Révolution, il y a quand même des questions fondamentales qui ont été débattues et qui ont donné lieu à une littérature abondante. Il y a au moins 4 thèmes, et je vous les cite parce que ce sont des problématiques qui sont toujours d'actualité. Bon, alors la première problématique, c'était comment rompre avec la tutelle exclusive de l'Église sur l'école. Bon, ça, on n'en est plus là, mais encore que, quand on écoute certains débats. Bon, deuxièmement, comment articuler les enseignements primaires et secondaires. Donc c'était déjà un problème. Et puis, un troisième débat, qui aujourd'hui est semble-t-il réglé, c'est comment contrôler les institutions. Qui va contrôler l'école? Les institutions locales ou des institutions plus lointaines, le pouvoir central. Voilà. Est-ce qu'on crée un système complètement décentralisé? Et qui c'est qui va commander dans le système? Est-ce que c'est les notables locaux qui vont commander? Ou est-ce qu'on a un système central qui va contrôler tout et où, à ce moment-là, l'enseignant devient indépendant du pouvoir local? Bon, ça, c'est un débat qui ressort périodiquement. Dans les années 90, au début des années 90, c'était un grand débat, ça. Vous aviez des gens qui... vous aviez toute une mouvance libérale. Alain Madelin défendait cette idée, ainsi que Philippe de Villiers. Il défendait l'idée qu'il fallait casser le ministère de l'Éducation nationale et confier l'éducation et l'instruction aux régions, comme ça se fait, par exemple, en Allemagne. C'est les Länder qui ont le contrôle de l'éducation. Bon, voilà. Ce qui fait que, en général, en Bavière, ma femme étant germaniste, j'ai eu souvent on a fait des échanges avec pas mal d'établissements en Bavière, en Allemagne, pardon, mais avec les Bavarois, c'était amusant. Les Bavarois, ils estimaient que l'enseignement qui était donné ailleurs en Allemagne n'était pas bon. Donc, dès que quelqu'un déménageait et arrivait dans on le faisait redoubler. Voilà. Parce que c'était pas très bon ailleurs. Voilà. Ça, c'était des conceptions. Bon. Alors, et puis, après, il y avait au niveau de l'indépendance, bon, c'est vrai que Madeleine défendait cette idée aussi. Le plan Millon, Charles Millon aussi avait eu cette idée, au point que en 95, quand Jacques Chirac est arrivé au pouvoir, vous savez, il a fait modifier la Constitution et le champ du référendum, parce que le champ du référendum aujourd'hui, il peut être appliqué à des sujets de société, ce qui n'était pas le cas dans la Constitution. Mais l'objectif de Chirac, c'était de pouvoir poser la question scolaire par référendum. Est-ce qu'on fait éclater le système d'éducation ou pas? Il est arrivé au pouvoir avec cette idée. Et puis, il y a 2 personnes qui n'étaient pas d'accord, c'était Juppé et Bayrou, qui étaient respectivement le Premier ministre et le ministre de l'Éducation nationale. Ils l'en ont dissuadé. Imaginez un référendum sur cette question. Bon, je pense que le pays, ça ne serait pas forcément remis. Mais c'est un débat, ça. Donc, alors, c'est pas si simple que ça. C'est le contrôle. Qui c'est qui nomme les enseignants? Est-ce que c'est le chef? Est-ce qu'il doit avoir tout pouvoir? C'est quelque chose qui revient, ça, fréquemment. Bon, et enfin, le 4e débat, et c'est un débat aussi qui ressort périodiquement. Doit-on privilégier instruction ou éducation? Voilà. Là, alors, les thermidoriens sous la Révolution, les thermidoriens, ils pensaient l'instruction. Il faut donner des connaissances, etc. On a eu toujours ce débat. Quel est l'objectif de l'école? Est-ce que c'est instruire ou éduquer? Vaste débat. Bon, je ne sais pas si il se résoudra un jour. Donc, sous la Révolution, on a beaucoup discuté de tout ça, quoi. Ce qui fait, et alors, ça a donné lieu à une littérature abondante, et par exemple, tout ce qu'a écrit Condorcet, c'est très intéressant, quoi. Bon. Mais Condorcet, il n'a pas eu, malheureusement pour lui, l'occasion d'appliquer quoi que ce soit, puisqu'il a été victime de la terreur. Girondin, il est mort guillotiné sous la terreur. Bon.
Alors, lorsque Napoléon Ier, le consulat, arrive au pouvoir, ils ont pris un certain nombre de mesures, et les premières lois concernant l'école, c'est une loi de 1802 qui va s'intéresser essentiellement à l'enseignement secondaire. Hein? Je voulais, oui, attendez, avant de ça, je voulais vous lire quand même un texte, deux textes. Oh, c'est pour montrer le début et la fin. Un texte d'Estude de Tracy. Alors, d'Estude de Tracy, c'était un philosophe, un intellectuel qui est mort au début des années 30 du 19e siècle, vers 1830, et qui a publié un ouvrage en l'an 9, donc vers 1811 ou 12, qui s'appelle « Observation sur le système actuel d'instruction publique ». Et alors, ça vaut son... Enfin, je vais vous en lire quelques extraits. C'est pas moi qui parle, c'est lui. Hein. Il dit « Je remarque tout d'abord que dans toute société civilisée, il y a nécessairement deux classes d'hommes. L'une qui tire sa subsistance du travail de ses bras, l'autre qui vit du revenu de ses propriétés, oui, ou du produit de certaines fonctions dans lesquelles le travail de l'esprit a plus de part que celui du corps. La première est la classe ouvrière, la seconde est celle que j'appellerai la classe savante. Les hommes de la classe ouvrière ont bientôt besoin du travail de leurs enfants, et les enfants eux-mêmes ont besoin de prendre de bonne heure la connaissance et surtout l'habitude et les mœurs du travail pénible auquel ils se destinent. Ils ne peuvent donc pas languir longtemps dans les écoles. Il faut qu'une éducation sommaire, mais complète en son genre, leur soit donnée en peu d'années, et que bientôt ils puissent entrer dans les ateliers ou se livrer aux travaux domestiques ou ruraux. Il faut de plus que les écoles où ils reçoivent cette éducation abrégée soient assez à portée d'eux pour qu'ils puissent en suivre les leçons sans quitter la maison paternelle. Ceux de la classe savante, au contraire, peuvent donner plus de temps à leurs études. Il faut nécessairement qu'ils en donnent davantage, car ils ont plus de choses à apprendre pour remplir leur destination, et des choses que l'on ne peut saisir que quand l'âge a donné à l'esprit un certain degré de développement. Ils peuvent d'ailleurs sortir de la maison paternelle et se transporter près des écoles. Il faut même qu'ils soient dans des maisons d'éducation ou qu'ils aient chez eux des instituteurs particuliers. Car le genre d'études qui leur est nécessaire exige que des répétiteurs surveillent et dirigent le travail, qui doit suivre les leçons qu'ils reçoivent, sans quoi elles ne seraient d'aucune utilité. Concluons donc que dans tout État bien administré, et où l'on donne une attention suffisante à l'éducation des citoyens, il doit y avoir deux systèmes complets d'instruction qui n'ont rien de commun l'un envers l'autre. L'un avec l'autre. Bon, donc c'est quelque chose qui est admis. Hein. Et à côté de ça, un texte à l'autre bout de la période chronologique, c'est les principes que définissent les compagnons de l'université nouvelle. Alors, ce sont tous des enseignants ou des universitaires qui ont fait la guerre de 14 et qui, pendant la guerre de 14, dans les tranchées, se sont trouvés aux côtés de tous les autres bidasses. Ils ont vécu dans les mêmes conditions, tous ces gens-là, et par conséquent, ils ne voient pas trop les distinctions sociales, et ils défendent l'idée, au sortir de la guerre, de créer une école unique. Nous voulons donc un enseignement démocratique. Tous les enfants de France ont le droit d'acquérir la plus large instruction que puisse dispenser la patrie. Et la patrie a le droit d'exploiter toutes les richesses spirituelles qu'elle possède. Un pays qui veut des intelligences et des énergies doit leur permettre à toutes de se révéler. Il faut que tous produisent, mais il faut que les meilleurs gouvernent et qu'ils gouvernent dans l'intérêt de tous. Et c'est ainsi que l'enseignement démocratique sera en même temps un procédé de sélection. Le maître a pour premier devoir de discerner les vocations, d'en encourager l'éclosion, d'en guider l'épanouissement. L'université nouvelle recrutera la nouvelle élite. Les distinctions entre primaire, secondaire et supérieur n'ont plus de sens. Séparer dès l'origine les Français en deux classes et les y fixer pour toujours par une éducation différente, c'est aller à l'encontre du bon sens, de la justice et de l'intérêt national. Parlons de l'enseignement tout court, de l'enseignement unique.
vous voyez qu'on va... l'école unique résout simultanément deux questions. Elle est l'enseignement démocratique et elle est la sélection par le mérite. De l'école jusqu'à l'université, tous se coudoient dans la nation. Les pères ont veillé dans les mêmes tranchées. Partout où cela est réalisable, les fils peuvent bien s'asseoir sur les mêmes bancs. Voilà, c'était une formule intéressante. Donc voilà, donc on passe, si vous voulez, entre le début du 19e siècle et la guerre de 14, à deux conceptions différentes du système. Bon, je pensais, donc je voulais simplement insister là-dessus. Alors, l'enseignement secondaire ou l'école des notables, l'évolution du cadre législatif. Je ne veux pas entrer dans le détail des contenus d'enseignement, hein. Sinon je veux simplement faire un résumé. L'enseignement secondaire est une priorité pour Napoléon Ier et pour l'État à ce moment-là. Hein. Et il faut dire que cette œuvre, ce qu'il a construit, hein, a été aussi durable que tous les fondements nouveaux qu'il a imposés. Vous savez, il avait dit qu'il voulait créer des masses de granit, hein, c'est-à-dire des institutions qui allaient durer très longtemps. Et c'est vrai que notre système napoléonien, on l'a eu pour près de 2 siècles. Hein. Eh bien, le système scolaire aussi, il a duré aussi longtemps que d'autres institutions. Alors, pourquoi il s'intéresse au secondaire? Parce que il ne peut pas se désintéresser d'une institution qui va former les cadres de la nation, hein, les cadres dont il a besoin. Et pour ça, l'école du peuple pouvait attendre. Par contre, l'école des notables, elle était plus importante, parce qu'il s'agissait de former, hein, des gens qui allaient encadrer la population et servir de cadre aux politiques et à lui, quoi. Lui, Napoléon Bonaparte, quand il est au pouvoir, il peut s'appuyer sur aucune légitimité. Les rois, ils s'appuyaient sur la légitimité dynastique. Or, lui, il a fait un coup d'État, et aucune légitimité dynastique. Il n'a pas une légitimité démocratique, il n'a pas été élu. Bon. Par conséquent, il doit veiller à la formation de cadres qui vont lui être fidèles. Hein. Et d'où l'importance de veiller à l'enseignement secondaire. Bon. Et alors, les mesures qu'il a prises, c'est qu'il a constitué un enseignement public en créant ce qu'on appelait l'université impériale. Mais alors, l'université impériale, c'est pas une université comme ceci ici, hein, ça n'a pas ce sens-là. Ça a le sens d'une sorte de corporation qui va regrouper tous les gens qui travaillent dans l'enseignement public. C'est ça l'université impériale. Hein. C'est une corporation laïque. Alors, il est obligé en même temps de maintenir un enseignement privé qui est imposé par le contexte. Parce que il faut trouver les enseignants. Or, avant la Révolution, c'était essentiellement les religieux, quoi. Et ce qui fait qu'il est obligé de laisser une part aux religieux. Mais, attention, il les contrôle. Hein, parce qu'il ne voudrait pas que si on laisse une part importante aux religieux, ceux-ci ne se fassent le vecteur des nostalgiques d'un retour à la monarchie de l'Ancien Régime. Donc, politiquement, il va les contrôler. Hein. Bon. Et la première loi, c'est une loi, la loi du 11 Floréal en 10, je traduis 1er mai 1802, qu'on appelle loi Fourcroy du nom du ministre de l'Intérieur qui a été chargé de la mettre en place, parce qu'il n'y a pas de ministre de l'Éducation nationale, hein, à l'époque. C'est le ministre de l'Intérieur jusqu'en 1824 qui a l'autorité sur l'éducation, sur l'instruction publique. Alors, cette loi de 1802 crée un enseignement secondaire public à travers une institution qui est le lycée. Voilà. Le lycée qui succède à une expérimentation faite sous le directoire qu'on appelait l'école centrale. Hein, le lycée est créé. Ce qui est important, c'est que tout lycée doit avoir un internat, parce que l'objectif, c'est de regrouper les gens qui vont être lycéens à l'internat, donc ce qui suppose le financement.
Mais malgré tout, la loi, elle ne réalisera jamais ça, prévoit qu'il y aura 6400 boursiers pour permettre à des gens méritants qui n'ont pas les moyens de venir dans les internats des lycées. Il n'y aura jamais les 6400 boursiers. Ils monteront au plus à 3000. Hein. Ils vont de la 11e à la terminale. C'est tout un ensemble. Alors, la loi organise l'administration, qui est une administration qui dure toujours. Le directeur va s'appeler le proviseur. Après, il crée un adjoint qui est le censeur des études. Ça a disparu, mais nous avons connu le mot censeur. Et puis, il y a le procureur. Le procureur, en fait, ça n'a pas duré longtemps. C'était le nom qu'on donnait aux intendants. Bon. Hein. À côté de ça, il y a aussi un conseil d'administration. Et au total, il prévoit 45 lycées. Hein. Donc, il prévoit de créer 45 lycées. Et il crée en même temps 3 inspecteurs généraux. Il n'y avait pas d'inspection générale de l'éducation. Donc il crée des inspecteurs généraux. Il en crée 3 qui sont chargés de surveiller la mise en œuvre de ces 45 lycées. Bon, alors, 45 lycées, il devrait y en avoir au moins un par chef-lieu de département. Bon. Alors... en même temps, la loi sait très bien qu'ils ne vont pas pouvoir implanter ça partout et rapidement. Donc, on reconnaissait un secteur un peu parallèle. Il y avait, sous la Révolution, ils avaient créé ce qu'on appelait les écoles secondaires communales. Bon, ces écoles secondaires communales, la loi de 1802 les transforme en collèges secondaires communaux. Et ces collèges, ils n'assurent pas toute la scolarité. Par exemple, le bac, ils ne l'assurent pas. Hein. Il faut aller finir le bac dans un lycée, pour les meilleurs. Néanmoins, ces collèges, ils vont jouer un rôle important. Encore, ça dépend, il y en a qui sont plus importants que d'autres. Par exemple, Théophile Gautier n'est devenu lycée que sous le Second Empire. C'est devenu un lycée impérial sous le Second Empire, influence d'Achille Fould. Bon. Mais autrement, c'était un collège d'enseignement secondaire, mais dans lequel on pouvait passer le bac. Bon. Par contre, ils avaient voulu qu'il y ait au moins un collège dans les sous-préfectures. Donc il y a eu un collège d'enseignement secondaire à Bagnères, j'anticipe donc sur... Et il y a eu un collège d'enseignement secondaire à Argelès. Or, Argelès était tout petit à l'époque. Et pourtant, c'était la sous-préfecture et chef-lieu d'arrondissement. Et donc, maintenir le collège, créer le collège d'Argelès et le maintenir à bout de bras, ça a coûté cher. Hein. Il y avait très très peu d'élèves. Mais il a existé. Hein, jusqu'à ce que, dans les années 70, la municipalité d'Argelès en confie la responsabilité à Saint-Pé. Et c'était devenu une annexe de Saint-Pé. Mais Saint-Pé était un établissement privé, mais qui assurait aussi un service public d'enseignement. Bon, c'est pour ça que, bon, c'est pas simple tout le fonctionnement. Alors, il y a donc des écoles secondaires communales qu'on va baptiser collèges. Et puis, il y a des écoles secondaires particulières qui sont privées, en fait, hein, souvent confessionnelles. Bon, donc, on crée le lycée, mais à côté de ça, on met en place des collèges. Et on va avoir ce système qui va durer jusqu'en 1940. Il y avait lycée et il y avait collège aussi, hein, mais qui n'avait pas le sens de collège comme aujourd'hui. Alors, en 1804, il y a un règlement qui fait intervenir l'État dans la nomination des enseignants, parce que tout ça se construit de manière empirique. Qui désigne les enseignants? Comment ils sont nommés? Le règlement de 1804 fait intervenir l'État dans la nomination des enseignants des collèges communaux, en particulier, parce que l'État prenait en charge les enseignants des lycées et la nomination dans les lycées. Mais pas dans les collèges communaux. Il y avait beaucoup plus de collèges communaux. Il y avait à peu près 340 collèges communaux en France à ce moment-là. Donc ça faisait beaucoup plus de personnel à prendre en compte. Ce sont les communes qui payent. Hein. Ce sont les communes qui payent, mais l'État va contrôler la nomination des enseignants. La situation de l'enseignement privé, n'est pas libre. Je commettais une erreur. L'enseignement privé n'est pas libre.
parce qu'il est soumis à l'autorisation et à un contrôle étroit de l'État via le préfet. Hein. Bon. Parce que le consulat et l'Empire se méfient de l'enseignement confessionnel sous l'emprise du clergé. Lequel clergé, et on le verra sous la Restauration, il a toujours gardé des attaches avec les monarchistes d'Ancien Régime. Bon. Alors, en 1806, on fait un bilan et les 45 lycées sont difficiles à ouvrir. Il y a un problème de recrutement d'enseignants et il y a aussi un problème de recrutement d'élèves. Oui, un des problèmes qui est constaté déjà c'est qu'il y a certaines familles qui ne veulent pas mettre leurs enfants dans les lycées parce que dans les lycées, il y a des boursiers. Voilà. Donc, vous voyez, il y a déjà, dans les mentalités, c'est ancré, ça. On ne se mélange pas. Bon. Et donc, ça, c'est un problème. Par contre, on compte 370 écoles secondaires communales, qui regroupent 22 000 élèves, et 377 écoles particulières, c'est-à-dire privées, qui regroupent 27 000 élèves. Alors, à partir de là, c'est là que, en 1806, il y a une deuxième loi fondamentale, qui est la loi du 10 mai 1806, qui va fonder cette fameuse université impériale. C'est d'abord la création, l'université impériale, d'un corps exclusivement chargé de l'enseignement et de l'éducation secondaire, publique, chargé de l'enseignement et de l'éducation secondaire publique dans tout l'Empire. On crée comme ça un corps enseignant. Et le décret du 17 mars 1808 organise cette université impériale, comme si c'était une véritable corporation laïque. Par exemple, ça ne durerait pas, mais aujourd'hui, parce que ça a disparu, ça, dans les années 1820 sous la Restauration. Mais on impose aux gens, alors je vais vous montrer une photo qui est celle de Louis de Fontane. Louis de Fontane a été le premier grand maître de l'université. Il n'y a pas de ministère de l'enseignement et de l'éducation, mais on crée un grand maître de l'université qui va tout organiser. Et ce grand maître de l'université, c'est Louis de Fontane, un homme de lettres, etc., qui était originaire de Niort dans les Deux-Sèvres. D'ailleurs, le vieux lycée de Niort, qui est de Garçon de Niort, qui est devenu collège après la réforme 75, s'appelle collège Fontane. Et Fontane était un franc-maçon qui était très lié au milieu éclairé de la fin du XVIIIe siècle, etc. Donc c'est lui qui va diriger jusqu'à sa mort en 1821, donc au-delà de l'Empire, tout ce système. Alors il y a un conseil de l'université avec 30 membres, et c'est eux qui, depuis Paris, gèrent le système secondaire laïque. Seulement, dans les... alors après, oui, au niveau régional, on a créé des académies, dirigées par un recteur. Tout ça, ça existe encore, mais ça a été créé à ce moment-là. Les académies régies par un recteur. Alors, Napoléon avait dit, il faut que dans toutes les villes où il y a une cour d'appel en matière de justice, il y ait une académie. Bon, voilà. La carte, elle a été faite comme ça. Et puis, il y a un conseil d'administration par académie. Bon. Au début, on veut créer une corporation laïque, et alors, on impose des règles. Mais on s'inspire des congrégations religieuses. Par exemple, les membres, ceux qui deviennent enseignants, sont astreints au célibat pour mieux se consacrer à leur travail. Bon. Et ils sont astreints, deuxième astreinte importante, à la vie commune. C'est-à-dire qu'on prévoit qu'ils vont loger dans l'établissement. Aujourd'hui, on ne loge plus que les chefs d'établissement. Mais ils sont célibataires, donc ils vont loger dans l'établissement. Bon. Entre parenthèses, j'ai pas précisé une chose. Tous ces lycées, tout l'enseignement secondaire, c'est exclusivement destiné aux garçons. Les filles sont exclues. Il faudra attendre la fin du 19e siècle pour qu'elles puissent y accéder. Bon. Donc, et au début, même, on leur interdit de porter la barbe.
hein. Bon, bon c'était dans le règlement. Bon, tout ça a été progressivement abandonné, mais c'est assez amusant. Parce qu'en fait, le modèle, c'est quand même le modèle religieux. Hein, c'est ça, en fait. Alors, les profs de lycée et de collège sont régis par l'université. Donc par cette institution. C'est elle qui distribue les grades exigés, qui les définit. Et c'est ces membres de l'université qui ont le monopole de l'attribution des diplômes. 3 diplômes, le bac, baccalauréat qui compte beaucoup, la licence et le doctorat. Bon. Alors, l'enseignement privé, alors, si c'était comme ça aujourd'hui, il y aurait presque plus d'enseignement privé. Pour le privé, il autorise les établissements privés pour une durée, il y a des contrats, un brevet qui peut être accordé pour 10 ans, moyennant finance. C'est-à-dire que l'établissement privé doit payer chaque année une redevance à l'État en fonction du nombre d'élèves qu'il a. Bon, aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est l'enseignement privé qui demande des sous à l'État. Mais là, à l'époque, c'est eux qui payent. Bon, alors, ils ont l'autorisation de faire passer le bac. Mais il faut, à condition de faire la dernière année dans un établissement public. C'est pas dans un établissement privé qu'on passe le bac. Et ça, écoutez... Métaux attend son papa et sa maman à l'accueil. Bon. Et par exemple, pendant très longtemps, à Garaison, il n'y avait pas au collège de Garaison, jusqu'au début avant la guerre de 40 d'ailleurs, il n'y avait pas de terminale. On n'y passait pas le bac à Garaison. Les élèves de Garaison quittaient Garaison la dernière année en terminale et allaient passer le bac ailleurs. Bon. Par exemple, moi j'avais découvert ça parce que on avait, dans les années 80, avec Jean-François, on avait interrogé pas mal de personnel politique, et quand on avait interrogé Bleuler, il nous avait raconté que, effectivement, il avait fait toute sa scolarité secondaire à Garaison, mais il a dû le quitter, et il a dû finir à Théophile Gautier, à Tarbes, pour passer le bac. Et Baradjin, lui, qui avait fait ses études secondaires d'ailleurs, aussi à Garaison, a fini la terminale, il est allé passer dans le Var, parce qu'il y avait de la famille là-bas, etc. Et donc, on a plein d'autres exemples comme ça, si vous en connaissez, mais ça peut être intéressant. Bon, alors, il y avait aussi une exception, et quelque chose qui est une espèce d'aiguille ou de petits cailloux dans la chaussure, c'est que le Concordat de 1820 a autorisé la création de petits séminaires, vous savez, pour former les futurs prêtres. Mais les petits séminaires, ils ne forment pas les prêtres. Ils donnent une instruction générale. Bon. Or, il y a beaucoup de gens qui sont volontaires pour aller dans les petits séminaires, et ils suivent une formation secondaire. Bon, en plus, on sait, par exemple, CMP assurer une gratuité à beaucoup de gens. Donc, ils vont dans les petits séminaires et ils disent tous qu'ils vont, qu'ils vont se consacrer, n'est-ce pas, au sacerdoce. Pourquoi faire ça? Pour échapper à la conscription. Et donc, il a fallu après, dans le Coran, par la suite, qu'il fasse la chasse, justement, Napoléon, au contrôle de ce qui se passait dans les petits séminaires. Et pourtant, là, on n'a pas trop de statistiques non plus, etc. Bon. Nous, le petit séminaire, il a été, celui qui avait à CMP, il a été créé qu'en 1822. Jusque-là, ils allaient, c'était dans les Basses-Pyrénées qu'ils allaient. Bon. Donc, en fait, voilà un peu le système que met en place Napoléon. C'est surtout le système des lycées, et il contrôle l'enseignement secondaire. Alors arrivent les monarchies censitaires. Qu'est-ce qui se passe sous la Restauration? Sous la Restauration, si une réforme de forme, les lycées ne vont plus s'appeler lycées mais collèges royaux.
Bon, mais c'est la même chose. Hein. Ça disparaîtra. Ça redeviendra des lycées sous la monarchie de Juillet. Mais sous la Restauration, ça devient des collèges royaux. Il n'y a pas grand-chose qui se produit. Si le grand maître à la mort de Fontane est supprimé et on lui met comme successeur un évêque, Monseigneur Frecinus, hein, qui lui devient ministre des Affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique en août 1824. Bon, j'ai mis sa photo, c'est le premier ministre de l'éducation nationale, de l'instruction publique, pardon. Un point important aussi, c'est l'ordonnance du 5 juillet 1820 qui introduit l'obligation de posséder le baccalauréat pour s'inscrire dans ce qu'on appelait encore pas les facultés, mais les écoles de droit et les écoles de médecine. Hein. Le bac devient ainsi la porte d'entrée de toutes les carrières libérales futures, quoi, et des études supérieures, ce qu'il est aujourd'hui encore. Bon, alors l'apogée de ce système, avec le rétablissement des lycées, c'est sous Louis-Philippe. Hein, et Louis-Philippe, d'ailleurs, met ses enfants au lycée Henri IV à Paris, hein, pour montrer qu'il adhère à tout ce système. Bien. Alors, après, on a eu quelques épisodes avec la Deuxième République, la Deuxième République. Non pas dans la première partie de la Deuxième République, qui est très à gauche, n'est-ce pas, jusqu'à l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte comme président de la République. Mais après 1849, donc quand Louis-Napoléon Bonaparte est devenu président de la République, il a nommé comme ministre un certain Alfred de Falloux, dont vous avez dû entendre parler, qui a été ministre de l'Instruction publique de 1849 à 1850. Bon. Jusque vers le coup d'État de Bonaparte. Bon, alors évidemment, Bonaparte, à ce moment-là, s'appuie. Il n'a pas de parti. Hein. Il a été élu président de la République avec le soutien de ce que certains avaient appelé le parti de l'ordre moral. J'en avais parlé l'an dernier, avec des gens comme Thiers qui avaient essayé de rassembler les droites. Hein. Ils avaient cru qu'ils allaient contrôler Louis-Napoléon Bonaparte, mais à la fin, c'est lui qui les a contrôlés. Et ce que Falloux va faire, en particulier, c'est établir la liberté de l'enseignement secondaire, c'est-à-dire la fin du monopole d'État de l'enseignement secondaire. Hein. Il va permettre aux privés confessionnels d'ouvrir les établissements qu'ils veulent. Tout Français de 25 ans et plus peut ouvrir une école secondaire à condition d'avoir enseigné 5 ans, d'avoir le bac ou un brevet distribué par l'autorité académique. Bon. C'est les notables catholiques qui ont imposé la loi Falloux. Bon. Ils vont prendre d'autres mesures. En particulier, ils vont transformer les départements en académies. Alors, avec un recteur dans chaque département et pour diriger l'ensemble, un conseil de notables. Bon. Alors, cette réforme, elle a eu deux objectifs. C'est que l'enseignement privé devient libre, il s'émancipe de la tutelle de l'État. Et puis, surtout aussi, l'enseignement public secondaire, eh bien, il va être assujetti aux notables locaux. Voilà. C'est les notables locaux qui vont contrôler ce qui se passe dans les établissements secondaires. Bon. Coup d'État, les choses vont changer. L'Empire va reprendre le dessus sur tout le système. Néanmoins, ils ne reviendront pas sur la liberté de l'enseignement privé. Voilà. Néanmoins, on va avoir 3 ministres qui vont durer. Vous savez, il y a eu 18 ministres entre 1838 et 1849. Bon, aujourd'hui, peut-être qu'on a des rythmes plus rapides, hein, ces temps-ci. Bon. Mais sous l'Empire, il n'y a eu que 3 ministres de l'Éducation. Hein. Fortoul, Rouland, et puis un autre qui est, dont le lycée de Bagnères de Bigorre porte son nom aujourd'hui, c'est Victor Duruy, hein, un personnage important. Et ces gens-là, ils vont essayer de reprendre le contrôle, notamment sur les autorités locales.
et l'État va reprendre le contrôle de l'enseignement secondaire public, mais laisse toujours la liberté à l'enseignement secondaire privé. Bon, et puis on arrive donc à la Troisième République, je passerai après. Ce que je voudrais dire aussi, c'est les effectifs, parce que c'est ça qui est intéressant. Les effectifs de 1802 à 1882. Le nombre de lycées publics, en 1810, il y en avait 36. Il devait y en avoir 45 au départ. Hein. En 1831, on en a 41. Ce n'est qu'en 1848 qu'on a dépassé les objectifs et on a 56 lycées en 1848. En 1870, on en a 83. Alors, attention, ce n'est pas forcément des créations, c'est des transformations aussi, de collèges en lycées. C'était le cas, par exemple, en 1870, dans les 83, il y a le lycée de Tarbes. Bon. Donc le nombre de lycées publics a augmenté tout au long du XIXe siècle. Les effectifs augmentent aussi. En 1810, il y avait 50 à 60 000 élèves dans le secondaire. En 1848, 100 000, ça a doublé. Et en 1880, on est à 150 000. Bon. Mais cela dit, ça fait pas beaucoup hein, par rapport à la population totale, quoi. C'est ça. Hein. Le nombre de... En 1842, le nombre d'élèves qui est scolarisé en lycée, c'est 2,22% d'une classe d'âge. Et en 1876, c'est 4,7% seulement. Hein. Bon. Alors, là où ils sont les plus nombreux, c'est dans les petits lycées, c'est-à-dire dans la partie de la 11e à la 7e. 35% dans les petits lycées, et en 1865, en 1876, c'est 47%. Les bacheliers, eh bien, il y a 4600 bacheliers en 1854. Hein. Dans les années 1871, 1894, 91, on est passé de 6 à 7000 bacheliers par an. Avec une réforme importante en 1874, qui est la création des 2 bacs. Hein. Ça a duré ça jusqu'à la fin des années 60. Hein. Enfin, c'est un premier bac, enfin, certains d'entre vous ont peut-être connu ça, un premier bac en fin de première et puis un deuxième bac après la terminale. Bon, en 1887, c'est-à-dire déjà sous le début de la Troisième République, on est monté à 7000 boursiers. Non, bacheliers, non, 6 à 7000, oui d'accord. Voilà. Les boursiers, eh bien, il devait y avoir plus de 6000. En réalité, le maximum de boursiers, ça a été 3500 boursiers en 1870. Hein. Bon. Donc, en fait, ce que je voudrais que vous retenir, c'est que nous avons un système secondaire qui est là pour former des élites. En gros, c'est ça. Et qui forme qui? Des gens qui viennent de la bourgeoisie. Alors après, l'enseignement qui y est accordé, j'en parlerai un peu plus tard, parce que c'est au début, à la fin du 19e et au début du 20e qu'il y a eu des gros débats. L'enseignement, c'est surtout l'enseignement des humanités et des belles lettres. Hein. Un bac scientifique, ça apparaît au milieu des années 1850, mais pas avant. Hein. Donc, parce que qu'est-ce qu'on forme surtout, hein, les cadres de la société, il y a beaucoup d'avocats, il y a beaucoup de gens qui seront diplomates, hauts fonctionnaires, etc. Et donc, on met l'accent sur les belles lettres et avec l'incontournable latin. Bon. Les années 1880 marquent la victoire des Républicains en 1881 et on va avoir arrivé au pouvoir des Républicains qui ont été incarnés par quelqu'un qui a exercé la fonction de président du Conseil, c'est-à-dire de chef de gouvernement, pendant la période... il y a d'abord eu Gambetta, mais Gambetta est mort prématurément, et après la mort de Gambetta, c'est Ferry qui a dominé la période. Bon, donc j'ai mis son portrait, mais là, il est très connu. Bien, donc le secondaire ou l'école des notables et... on passe au primaire ou l'école du peuple, avec la loi Guizot de 1833. Avant 1833,
sous l'Ancien Régime, seule l'Église dispose d'argent et de personnel pour assurer l'enseignement dans tous les villages. Donc, c'est les curés qui s'en chargent. La Révolution, elle a de grandes idées, mais elle n'a pas les moyens de sa politique. Beaucoup d'idées sont débattues, et beaucoup d'idées, d'ailleurs, seront réalisées plus tard, etc. Et même certaines sont encore largement d'actualité. Le consulat, lui, s'adapte et remet aux communes la charge des écoles primaires. Bon, à eux de se débrouiller. Hein. À chaque commune, elles font ce qu'elles peuvent. L'Empire, lui, il va même encourager des initiatives privées parce qu'il autorise le retour en France, en 1804, des frères des écoles chrétiennes, qui vont jouer un rôle considérable dans l'enseignement primaire tout au long du XIXe siècle, les frères des écoles chrétiennes. Mais ils avaient été interdits. Sous la Révolution. Ils sont autorisés à entrer et à enseigner en 1804. Et à partir de 1812, ils sont même subventionnés pour enseigner. Hein. Bon. Donc on a besoin d'eux. C'est ça le problème. Pourtant, le décret de 1808 a prévu la création d'une école normale dans chaque département. Mais ça va mettre du temps avant d'être opérationnel, la création des écoles normales. Lorsqu'arrive Guizot en 1833, avec la loi du 28 juin 1833, Guizot, qui sera longtemps chef du gouvernement aussi sous Louis-Philippe, a fait quand même une enquête. Il a envoyé 490 inspecteurs dans les villages du royaume. Bon, il a donc fait une enquête intéressante et qui montre la situation. L'objectif, c'était de faire le point sur la situation. La loi du 28 juin 1833 est très importante. C'est l'obligation pour les communes d'organiser un enseignement primaire. Alors, je dis tout de suite, pas d'erreur, obligation pour les communes d'organiser un enseignement primaire. C'est pas l'obligation pour les parents d'envoyer les enfants à l'école primaire. Hein. Il y a une école primaire, mais après, si les parents ne veulent pas envoyer les enfants, ils ne les envoient pas. C'est pas ça sera la différence avec la loi de 1882. Bon, alors, pour ça, si vous n'avez pas les moyens de financer, eh bien, le gouvernement, l'État autorise les communes à augmenter, à faire voter 4 centimes additionnels pour augmenter le budget pour financer. Bon, vous savez, autrefois c'était des centimes additionnels dans les communes, mais ça c'était avant la réforme de 82. Et si des communes ne peuvent pas, eh bien il faudra que les départements et l'État fournissent un complément. Donc, l'idée c'est de créer une école par commune. Alors, c'est un progrès. Hein. C'est comme pour tout, on peut penser que c'est la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Mais bon, c'est un progrès. Alors, le problème, c'est qu'il confie... Le problème, non, c'est sa politique. Le contrôle de... Ça, c'est un point de vue personnel. Mais c'est qu'il remet le contrôle de l'école aux notables locaux. Hein. C'est le maire et le curé qui est payé par l'État à l'époque. Hein. Voilà, aussi, il faut le penser. Et oui, nous sommes sous le régime concordataire. Qui sont chargés de veiller au bon fonctionnement de l'école. Et alors, il y a des comités locaux qui fonctionnent bien sur le plan matériel, mais qui, paraît-il, fonctionnent mal sur le plan pédagogique. Hein. Bon. Alors, vu la situation, c'est toujours pareil, 2 ans après, une ordonnance pour corriger ce qui ne va pas ou pour contrôler. Et c'est une ordonnance de 1835 qui crée la fonction d'inspecteur spécial par département. Bon, c'est l'ancêtre de l'inspecteur d'académie, hein, pour veiller au bon fonctionnement du système primaire commune par commune. Et puis, il crée même en 1837, parce que l'inspecteur spécial, il n'y arrive pas tout seul, mais on n'a pas beaucoup de moyens de transport, hein, s'il doit se déplacer, vous imaginez. On crée des sous-inspecteurs, c'est comme ça qu'ils s'appellent, 1837, et c'est l'ancêtre des IDEN, des IEN actuels, hein, par circonscription, voilà, qui eux vont contrôler le système. Alors, ça c'est important aussi, parce que c'est l'État qui reprend le contrôle des écoles
par rapport aux notables locaux. Hein. Bon, ça, c'est un débat. Hein. Est-ce qu'il faut que ce soit les... Est-ce que les enseignants doivent être indépendants des autorités locales ou pas? C'est un débat. Hein. Chaque fois qu'on reparle de décentralisation, on a toujours ce problème qui revient. Mais c'est un problème de fond quand même aussi, hein, parce que après les influences, elles peuvent venir. Hein. Déjà on pense qu'il peut y en avoir, mais bon, ça se produit dans certains cas. Hein. Moi, je me souviens d'un copain qui voulait partir en coopération parce qu'il se voyait partir en Asie, et puis il s'est retrouvé au lycée français de Bruxelles. Bon. Et c'était pas une sinécure, le lycée français de Bruxelles, parce qu'ils avaient qui comme élèves? Ils étaient dans un collège, la partie premier cycle, et ils avaient qui comme élèves les fils de tous les diplomates qui travaillaient là à l'OTAN, à la communauté européenne, etc. etc. Bon. Alors, il y avait certains, c'était des fumistes, et lui, il se souvenait très bien d'un cas où ils avaient un élève, un quatrième, qui était infernal, qui foutait rien et tout. C'était le fils de l'ambassadeur du Maroc à Bruxelles. Bon. Alors, au moment où on dit on va le faire redoubler, le proviseur dit stop, je consulte le ministère des Affaires étrangères. Et le ministère des Affaires étrangères à Paris dit non, pas d'incident diplomatique, parce que c'est un proche du roi, tout ça, bon, allez hop, il passe. Voilà, bon, alors, ça, mais ce sont des choses qui... Là, je prends un exemple un peu limite et caricatural, parce que c'est évident, mais ça se passait un peu comme ça dans pas mal d'endroits. Hein. Bon. Bon, puis après, j'ai vu en Allemagne comment ça se passait avec un système qui est déconcentré, et où les chefs d'établissement ont un pouvoir, hein, aussi sur les collègues. Bon, alors, une anecdote, mais c'était dans la Roure, donc là c'est très protestant. Le directeur du collège était très engagé sur le plan religieux, il animait la chorale à l'office, au temple, etc. Bon, bref, et donc, il avait un pouvoir sur les chefs, sur les profs. C'est lui qui déterminait l'avancement, ce qui n'est pas le cas chez nous, mais enfin, il avait un pouvoir déterminant là-dessus. Bon, alors, évidemment, il ne fallait pas trop lui déplaire. En plus, alors en Allemagne, il y avait un truc particulier que j'ai découvert à cette occasion-là. Quand vous faites votre déclaration d'impôt, on vous demande si vous appartenez à une religion, et si oui, laquelle. Bon, alors, et il se trouve que la collègue, elle était complètement, elle s'en foutait de la religion et tout, mais elle précisait qu'elle appartenait à une église protestante très précise. Alors, question, et pourquoi tu déclares ça? Parce que tu t'en fous de pas. En plus, alors avec ça, il vous faisait un pourcentage en plus. Hein, sur vos impôts, et ça vous faisait augmenter l'impôt, et c'était reversé directement à l'église concernée. C'est pour ça que l'église catholique allemande, par exemple, elle est beaucoup plus riche que l'église catholique française, en particulier en Bavière. Bon, parce qu'ils ont une source de revenus par le biais de l'impôt. Bon. Mais ça, on n'en parle jamais chez nous. Et alors, elle me dit, mais tu comprends, pour mon avancement, je ne peux pas dire que je n'appartiens pas à une religion, parce que ça va revenir comme information à mon chef, et moi, si je veux un avancement, je n'ai pas intérêt à... Bon. Et il y en avait une autre, elle allait chanter à la chorale. Bon, vous voyez un peu où on peut arriver, ça. Alors, bon, nous, on n'est pas encore habitués à ça dans le public. Bien. Donc, l'État reprend le contrôle des écoles. Alors, il y a fallu, encore une fois, à essayer de revenir sur justement ce qu'avait cette organisation, en renforçant l'administration départementale. Il voulait un conseil départemental composé de notables locaux qui examine la nomination et la carrière des instituts. Hein, l'inspection académique dressait une liste sur laquelle les communes, de gens compétents, sur laquelle les communes choisiraient et nommeraient l'instituteur ou l'institutrice. Bon, ce système, il a été abandonné dès 1854. Hein, ce n'est plus les communes, ce n'est plus les notables locaux. L'inspecteur d'académie fait une liste et c'est le préfet qui nomme. Bon, autrement dit, c'est l'inspecteur d'académie qui nomme. Mais
Falloux, là aussi, a essayé de renforcer l'administration départementale pour contrôler, encore une fois, pour donner le contrôle aux autorités locales. Bon, mais ça a été rétabli ensuite par les successeurs de Falloux, et en particulier par Victor Duruy. Bon, un autre aspect aussi, à cette époque-là, c'est le débat sur la gratuité. Il y avait une gratuité partielle, parce que la loi Ferry n'a pas changé tout comme ça à 100%. Tout avait été préparé finalement. Les lois Ferry, c'est un aboutissement. La gratuité partielle, sous l'Ancien Régime, l'Église fait de l'enseignement une œuvre de charité pour les plus pauvres. Par conséquent, c'est gratuit. Les frères des écoles chrétiennes refusaient toute rétribution personnelle. Hein? Donc, en fait, il faut savoir ça. Après, sous la Révolution, même sous la monarchie, sous la Restauration et sous la monarchie de Juillet, on a conservé l'idée que l'école publique devait recevoir gratuitement les plus pauvres. Hein? C'est un décret de Brumaire en 4 qui autorise un quart. Qui autorise que la gratuité pour un quart des élèves, au maximum. Hein. L'ordonnance de 1816 et la loi Guizot également autorisent les mêmes pratiques. En 1837, un élève sur 3 bénéficierait de la gratuité, selon les statistiques qu'on a pu avoir. Alors là aussi, il y a eu des abus. Et parce qu'il y a plein de gens qui pensaient avoir besoin de la gratuité. On déclarait que, bon, ma foi, on avait des problèmes. Bon, il y a même quelques responsables dans les communes qui se déclaraient nécessiteux ou ne pouvant pas payer, ils bénéficiaient de la gratuité. Il y a eu des abus qu'il a fallu contrôler. Parce qu'après, il fallait rémunérer les instituteurs. Car à cette époque-là, c'est pas l'État qui rémunère les instituteurs. C'est justement les gens qui financent, qui payent l'école. Bon, alors, le Second Empire a soumis les listes de gratuité au contrôle du préfet, hein, qui, lui, les préfets avaient comme consigne à partir de 1853 de ne donner la gratuité qu'aux indigents. Hein. 39% des élèves en 1850, 38% en 1861. Je fais une parenthèse aussi, quand vous regardez les délibérations communales au XIXe siècle, par exemple, même à la fin du XIXe siècle, il y a toujours la liste des indigents de la commune, hein, qu'on voit. Hein. Et c'est parfois surprenant, parce qu'il faut payer, ou alors, quand des gens vont à l'hospice ou autre, qui paye? Mais c'est la commune, elle est obligée de payer. Hein. Ou quand des gens sont gravement atteints de maladie ou autre, eh bien, les indigents, ils doivent être pris en charge par la commune. Voilà. Ça, c'est intéressant. Et on a des listes de gens dans chaque commune, comme ça. Or, ça, c'était un des soucis, une des activités importantes des municipalités aussi. Bon, alors, l'idée de la gratuité générale, elle a commencé à se développer avec le progrès de la richesse publique. Sous le Second Empire, le pays s'enrichit et on va avoir l'idée, oui, j'aurais dû mettre ça, qui dirige, qui paie, et on arrive à ce personnage qui est Victor Duruy. Hein, qui a été ministre de l'instruction publique durant les années 1860 à 70. Et lui, il est très favorable à la gratuité. Il a voulu imposer la gratuité. Mais il est évident que ses collègues ministres n'étaient pas d'accord. Au premier rang desquels, le ministre des Finances, que l'on connaissait bien dans les Hautes-Pyrénées, puisqu'il c'est d'Achille Fould. Hein. Alors, il a menacé de démissionner. Voilà, ça arrive, hein. C'est pas une affaire récente, ça. Il démissionne parce que on refuse d'aller vers une gratuité totale. Alors, évidemment, un compromis va être trouvé par la loi du 10 avril 1867. Les municipalités pourront décider une imposition de 4 centimes extraordinaire pour la gratuité totale. Donc, les communes vont pouvoir décider d'accorder la gratuité totale de leur école
en faisant augmenter l'impôt des gens. C'est toujours pareil, il faut augmenter les impôts. Bon. Ça fait, en 1866, 41% des élèves bénéficient de la gratuité. En 1870, 54% des élèves. Et en 1877, 57% des élèves de l'école primaire bénéficient de la gratuité. Alors, la loi du 16 juin 1881, votée par les Républicains, sous l'impulsion de Jules Ferry, accorde la gratuité totale. Et c'est l'achèvement d'une évolution, hein, une idée qui faisait son chemin depuis longtemps. Bon. Alors, ce qu'on apprend aussi, c'est que dans ces rapports-là, il y a des gens qui montrent que, à l'époque où il y avait des gratuits et des payants, eh bien, les gratuits et les payants, ils n'étaient pas forcément dans les mêmes classes. Hein? Bon, voilà, déjà, quand il pouvait y avoir deux classes, on les mélangeait pas, les gratuits et les payants. Bon, alors, avec la gratuité totale, l'école devient un véritable service public qui assure théoriquement une égalité entre élèves. Et à partir de là aussi, c'est l'autorité de l'État qui s'impose. Mais reste un problème, deux problèmes à résoudre. Le premier, c'est la rétribution des maîtres, des instituteurs, et c'est une loi du 19 juillet 1889 qui confie la charge des instituteurs à l'État. Ils seront rétribués par l'État, ce qui fait que c'est en 1889 qu'ils deviennent fonctionnaires de l'État, indépendants des maires et des notables locaux. Autre évolution, mais elle était un peu antérieure, c'était la loi du 28 mars 1882 qui fait écho à celle de 1833. En 1833, Guizot impose aux communes d'offrir un service d'enseignement à une école aux habitants. En 1880, mais il n'y a pas obligation. Il y a obligation pour les communes, mais il n'y a pas obligation pour les familles. En 1882, la loi du 28 mars crée l'obligation scolaire. Finalement, c'est les trois éléments qui ont des lois Ferry à retenir. C'est la loi sur la gratuité dont j'ai parlé et la loi sur l'obligation. Il y aura une troisième loi, c'est la laïcité. Bon, mais l'obligation scolaire, c'est très important, c'est l'obligation pour les parents d'envoyer tous les enfants à l'école. Alors, là, on a aussi eu toute une série de questions, je vais terminer là-dessus. C'est les progrès de la scolarisation dans le primaire. Il y a une première phase, c'est la multiplication des écoles. Il y a eu un rythme rapide de multiplication des écoles primaires après la loi Guizot. En 1820, il y avait à peu près 30 000 écoles primaires, privées et publiques confondues. Et en 1847, on passe à 63 000. En 1886, on est à 80 000. Bon, donc là, au milieu du 19e siècle, on peut penser et on peut dire que la quasi-totalité des Français ont à leur disposition le moyen de faire instruire leurs enfants. Mais il y a des obstacles, évidemment, dans les villes, par exemple. D'où la loi sur l'obligation pour les familles d'y aller. Dans les villes, il y a le travail des enfants ouvriers, dans toutes les villes où il y a des manufactures. Le travail des enfants est général. C'est un rapport en plus pour la famille, et en plus c'est une main-d'œuvre peu coûteuse. Bon. Dans le textile, vous savez tous que les enfants qui sont tout petits peuvent passer sous les machines pour réparer les fils quand le fil casse, etc. Bon. Dans les campagnes, c'est un peu différent. On a besoin des enfants, évidemment, dans certaines périodes de l'année. Mais on se dit, ça sert à quoi d'aller à l'école? C'est un luxe inutile, parce que mon fils va travailler la terre comme moi, est-ce qu'il a besoin de savoir lire et écrire pour faire ça? Voilà, ça c'est une idée qui se pose, l'utilité sociale de l'école. Alors, c'est là qu'intervient l'idée de rendre qu'on va constater que la scolarisation générale va se développer. Les mentalités évoluent parce que les campagnes s'ouvrent. Il y a des routes, les marchés, le service militaire aussi fait déplacer les gens. Bon, le train, il y a l'apparition du journal, et à l'apparition du journal, ça c'est important dans les années 1870, c'est qu'il faut savoir le lire, le journal. Bon. Et c'est dans les bourgs ruraux,
hein, dans les grands bourgs, hein, les chefs-lieux de canton, on voit des catégories sociales qui jusque-là n'envoyaient pas leurs enfants à l'école, qui vont les y envoyer. Hein. Mais il faut qu'ils découvrent l'utilité sociale de l'école, parce que l'instruction est un luxe, et puis on dit souvent « oh ça c'est pas pour nous ». Alors, le problème qu'on rencontre, c'est une scolarisation trop brève et irrégulière. L'école commence à 6-7 ans, et on en sort à 12 ans, après la première communion. Hein. Alors, il n'y a guère... ça a été étudié, mais pas systématiquement. Mais alors dans les Hautes-Pyrénées, je crois que ça n'a pas été fait. Mais ceux qui ont travaillé sur ces questions s'aperçoivent que c'est entre 8 et 10 ans que les enfants sont le plus souvent à l'école. Avant 8 ans, ils y vont moins. Après 10 ans, 11-12 ans, on a moins de gens. Jules Ferry a fait faire une enquête en 1881 et il affirme que 624 000 enfants d'âge scolaire ne sont pas inscrits entre 11 et 12 ans. Bon. Alors, ça c'est parce qu'il y a effectivement, dans les campagnes en particulier, la fréquentation est irrégulière. On s'aperçoit que l'hiver, ah oui, l'école elle est pleine l'hiver dans les campagnes. Mais alors après, quand arrive le printemps, l'été, l'automne, eh bien on travaille à la ferme. Et à ce moment-là, il y a moins de monde, quoi. Voilà. Bon, donc en 1835, les effectifs d'été étaient inférieurs de 50% aux effectifs de l'hiver. Hein. Bon, en 1877, on était monté à 79% des élèves qui étaient là à peu près tout le temps. Bon, donc il y a une arme qui a été créée, c'est les premières allocations familiales, et puis c'est pour ça qu'on a créé les vacances d'été. Hein, les vacances d'été ont été créées pour ça. C'était pas pour permettre aux instituteurs de partir en vacances pendant 2 mois, comme on l'entend, hein, mais c'est bien parce que il fallait que les enfants puissent être libérés. Alors vous direz, aujourd'hui, c'est peut-être plus le cas. Mais enfin bon, aujourd'hui, il faut quand même que les stations balnéaires puissent aussi avoir du monde. Non, mais faut... Bon, alors... voilà, en gros, ce que on pouvait dire sur l'amélioration du système, et on arrive là à l'apogée du dualisme en 1914, hein, avec le primaire. Alors là, il est 3h30. Je vous dis simplement, dans le primaire, ce que je voulais dire, mais j'y reviendrai la prochaine fois, hein, c'est que le primaire, finalement, a été organisé et structuré par la loi Goblet de 1886, hein, j'y reviendrai, et il est ordonné en 3 types, en 3 étages, les écoles maternelles et classes enfantines, et puis les écoles primaires élémentaires, qui c'est le corps du système, et puis on a été obligé de créer ce qu'on a appelé des écoles primaires supérieures pour permettre une prolongation de la scolarité pour les meilleurs élèves. Et ensuite, là où il ne pouvait pas y avoir d'école primaire supérieure, on a créé des cours complémentaires. Hein. Alors, aux cours complémentaires, on restait donc scolarisé jusqu'à 12 ans. C'est à 12 ans qu'on passait le certificat d'études. Donc, après 12 ans, à 13 ans, on pouvait aller dans une école primaire supérieure jusqu'à 17-18 ans. On en sortait avec le brevet supérieur. Si on allait dans un cours complémentaire, on faisait 2 ans et on en sortait avec le brevet élémentaire. Bon. Bon. Et les meilleurs des meilleurs, là, quel débouché on leur offrait? L'école normale. Hein, l'école normale. Et les meilleurs de l'école normale, on leur offrait un autre débouché par 2 écoles qui ont été créées, l'une en 1881 et l'autre en 1882. C'est les écoles normales supérieures de Fontenay-aux-Roses pour les filles et de Saint-Cloud pour les garçons. Voilà. Et les gens qui sortaient des écoles normales supérieures de Saint-Cloud et Fontenay, ils devenaient quoi? Professeurs d'école normale. Autrement dit, on avait un cercle fermé. Parce que le problème qui s'est posé à un moment donné, quand on a voulu fusionner les deux, l'entrée en 6e, c'était 10-11 ans. Et le certificat d'études, c'était 12 ans. Alors, les cycles ne collaient pas entre. Donc, la fusion qui va se poser après, c'est ça. Donc, on a tout ce système. Hein, et le problème, c'est que les écoles primaires supérieures, est-ce qu'elles étaient en concurrence? Est-ce qu'il pouvait y avoir des passages avec le lycée? Ça, c'était toujours refusé.
Hein. D'autant plus que les écoles primaires supérieures étaient gratuites et les lycées étaient payants. Bon. Donc, il y avait une sélection. Bon. Après, les écoles primaires supérieures, comment les ont voulu, Pétain les a supprimées. Purement et simplement. Parce que ça, c'était une lutte contre le système éducatif privé. Je vous montre la photo d'un personnage dont on reparlera, c'est Ferdinand Buisson. Cet homme-là, il n'a jamais été ministre, il a été député, c'est un radical, mais c'est un personnage qui a... c'est lui qui a fait les programmes de 1887 du primaire qui ont duré jusqu'à 1923. Il a travaillé avec tous les ministres depuis Jules Ferry jusqu'il est mort en 1932, très âgé, mais il s'est occupé des problèmes. Il a été un des artisans de l'école unique aussi jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Alors Buisson était un protestant aussi, hein, donc il a lutté aussi contre l'influence de l'Église catholique. Ça a été un des personnages. Il y a quelqu'un qui a écrit une biographie très intéressante et qui a publié beaucoup de bouquins sur les idées de Buisson, etc. C'est le personnage clé de l'époque. C'est Vincent Peillon, qui n'a pas été un bon ministre, mais qui était un des meilleurs connaisseurs de l'histoire de l'éducation nationale. Voilà. Alors après, donc ça c'était l'école maternelle, l'école élémentaire, primaire, supérieure, j'en parlerai la prochaine fois. Et le secondaire. Alors dans le secondaire à cette époque-là, il y a une grosse bataille qui se profile, c'est la bataille entre les classiques et le moderne. Est-ce qu'il faut continuer à dire que le latin est fondamental, hein, ou est-ce qu'on accepte les sciences? Voilà, ça a été un gros débat aussi, hein, pour créer un bac scientifique à côté d'un bac philo. Bon, hein. Donc, c'est que le secondaire défend aussi son précaré, quoi, lui aussi, avec le développement. Alors, en fait, tout va découler les compagnons de l'Université Nouvelle qui vont provoquer le débat sur la création de la fusion des deux systèmes, qui va nous occuper. Alors aujourd'hui, vous avez des nostalgiques. Hein. Moi, j'ai entendu aux dernières élections présidentielles des candidats, un candidat en particulier, qui parlait de la 10e, de la 8e, de la 9e, et qui regrettait cette division. En Allemagne, vous avez les Gymnasium, ce sont nos lycées, c'est l'enseignement secondaire, et vous avez les Realschulen, qui sont les anciennes écoles primaires supérieures, si vous voulez, hein, qui correspondent à un autre système. En Allemagne, le système est toujours celui-là, c'est pas un système en degrés. Voilà. Donc c'est un gros débat. Bon, on continuera la prochaine fois et on prendra des exemples à partir. Donc il faut poser tous ces cadres pour pouvoir mieux suivre après, comprendre pourquoi certains ils allaient au CEG à Pierrefitte et d'autres au lycée Argelès. Bon. Je vous remercie de votre patience. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.